C'est toujours un réel plaisir, mesdames et messieurs, d'être parmi vous. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, pour commencer, 1139 détenus de la prison d'Intanmour savent enfin ce qui les attend, notamment la période qu'ils doivent encore passer en prison après la task force initiée par le ministère de la Justice depuis mai dernier. Selon les statistiques de cette task force, 60% des prisonniers d'Intanmour ont été jugés et 40% attendent leur jugement, si le ratio était de 70-30 auparavant. Les détails sur les images de Asna Rafalzanar. Il y avait environ 4000 détenus à la prison d'Intanmour à mi-avril 2023. Selon les statistiques, 70% de ces détenus n'ont pas été jugés. Face à cette situation, le ministère de la Justice a créé une task force dans le but de réduire le nombre de prisonniers afin d'éviter la surpopulation carcérale. De nombreuses initiatives ont été prises pour mener à bien cette mission, notamment l'augmentation du nombre de juges qui prennent en charge les affaires judiciaires. Il y a aussi la libération sous contrôle judiciaire. Cependant, selon la ministre de la Justice, Ranjamanatena Boulatine, ce n'est pas tous les condamnés qui peuvent bénéficier du contrôle judiciaire. À titre de rappel, la prison d'Intanmour est la prison pilote de la task force. Cela s'est poursuivi dans la prison d'Antirabé. Après cette task force, le nombre de prisonniers jugés a augmenté à 60% et le nombre de personnes qui attendent le jugement a augmenté à 40%. Et toujours dans les actualités sociales, 5600 tonnes de production supplémentaire de riz sont attendues dans la plaine de Marvoye après l'achèvement du canal principal construit dans la région. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Arfid Ramilsan, est venu voir les travaux de construction aujourd'hui. À cette occasion, il a également confirmé que le transport des produits en dehors de la plaine est désormais sécurisé grâce à l'achèvement de la route de 16 km qui relie Mboulmout et Marsakou à la nationale 4. Saï Sylvain pour plus de détails. Le principal canal d'irrigation en Beton est d'une longueur de 25 km dans le district de Marvoye est en voie d'achèvement. Il s'agit d'une infrastructure vaste et à la pointe de la technologie dont 2263 agriculteurs bénéficient directement. Selon les informations émanant du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Arfid Ramilsan, 7235 hectares de terre seront irrigués après l'achèvement des travaux. Ainsi, 5600 tonnes de riz blanc seront produites dans la plaine de Marvoye grâce à la gestion de l'eau. L'entretien du canal, dont se plaignent les agriculteurs depuis de nombreuses années, ne sera plus difficile. Par ailleurs, la route de 16 km reliant Mboulmout et Marsakou à la nationale 4 a également été achevée. Comme de nombreux gros véhicules emprunteront cette route pour livrer les produits, l'infrastructure a été conçue pour être moderne et durable. Les travaux menés par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage dans cette commune répondront aux besoins des agriculteurs et replacera Marvoye parmi les greniers arides de Madagascar. Les deux infrastructures, à savoir la route et les canaux d'irrigation des plaines, sont réalisées en collaboration avec le projet PADAP et sont financées par le Fonds monétaire international. Côté santé, environ 60 à 100 poches de sang sont délivrées chaque jour à la direction de transfusion sanguine de la Chiara. Le ministre de la Santé publique a déclaré que ceux qui sont victimes de corruption dans l'obtention de sang devraient oser dénoncer. Des efforts ont été menés pour fournir des équipements de stockage de sang à travers l'île. Il y a aussi une lutte contre la corruption dans ce domaine et cela a été couronné de succès. Le ministre de la Santé publique a offert ce jour des matériels à cette direction. Ces matériels seront également distribués dans toute l'île. Radraman Anzatouf sur les images de Anza Radzanarvel. C'est ici, à la direction de transfusion sanguine auprès de la JRA, que tous les hôpitaux, qu'ils soient publics ou privés, s'approvisionnent en poches de sang.
Il y a suffisamment de stock de sang dans cette direction, d'après son directeur, mais cela dépend du groupe sanguin du patient. Les groupes sanguins négatifs sont les plus rares à détecter. Pour les hommes, ils peuvent donner leur sang au plus tôt tous les trimestres, tandis que pour les femmes, c'est tous les 4 mois. Pour ceux qui ont besoin d'une poche de sang, plusieurs étapes sont à suivre, explique le ministre de la Santé publique, le professeur Zeil Rajamanathan. Afin de continuer à améliorer les services de santé, il y a eu aujourd'hui un don de matériel de stockage de sang. Ces matériels, entre autres des réfrigérateurs munis de thermomètres, seront également distribués dans d'autres régions. Ils ont été obtenus grâce aux efforts du gouvernement à travers le ministère de la Santé publique. Il existe actuellement 97 centres de transfusion sanguine situés dans des hôpitaux répartis sur toute l'île. Le ministère de la Santé publique appelle également chacun à donner son sang gratuitement. Et puis, le nombre des membres du Conseil du Fampiavana-Pyrénées sera réduit d'après le Conseil des ministres tenu hier. Le Conseil des ministres a également approuvé l'utilisation des crédits pour les travaux de construction de la route nationale RNT 42 reliant Fianarantsoa et Kalamavoune. Le résumé de ce conseil dans ce reportage. Le Conseil des ministres d'hier a adopté le projet de loi modifiant et complétant certains articles de la loi 2016-037 du 2 février 2017 concernant le CFM ou Conseil du Fampiavana-Pyrénées. Parmi ces changements, la réduction du nombre des membres de ce conseil et la concentration des responsabilités de cet organisme sur la prévention des crises dans le pays. Le Conseil des ministres a également adopté le décret déclarant d'utilité publique et classant les terrains nécessaires à la construction des routes des centres-villes de Mananzar, Manakar et Farafangan comme domaine public. Le décret portant transfert de crédits en transfert dans le budget 2023 du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et du ministère de l'Économie et des Finances qui s'élève à 1 608 085 000 ariars a également été adopté. De même que le décret pour compléter les recettes et dépenses au sein du ministère de l'Économie et des Finances d'un montant de 12 16 525 000 ariars au budget 2023 concernant le projet international de statistique interrégionale au sein de la SADC de l'INSTAT. Par ailleurs, le Conseil d'hier a approuvé le report de la date limite d'engagement liée à certaines dépenses au sein du ministère de l'Éducation nationale. La possibilité d'enregistrer les engagements s'étant clôturée le 30 novembre 2023. Le Conseil des ministres a également approuvé la prise en charge par l'État des taxes et droits de douane sur l'importation de 153 motos destinées au ministère de la Santé publique qui sont un don de l'UNICEF. Ce rendez-vous hebdomadaire des ministres a approuvé l'utilisation des crédits pour les travaux de construction de la route nationale RNT 42, PK0 à PK 95 qui relie Fianarantsoa et Kalamavoune. Et on revient aux actualités sociales où 17 régions sont vulnérables à Madagascar en termes de catastrophes naturelles telles que les inondations et les cyclones, selon le directeur général du BNGRC aujourd'hui. Toujours selon ce responsable, le BNGRC se prépare à faire face à cette situation depuis le mois d'août. Détails sur les images de Yves Chanel. Le BNGRC est actuellement en train de se préparer à faire face aux catastrophes naturelles. Cela a déjà commencé au mois d'août, selon son directeur général, le général Elak Ndjiakads, aujourd'hui. 17 régions sont à risque d'inondation et de cyclones. La première étape de la préparation consiste en la révision du plan de contingence, selon lui, mais également la vérification de tous les matériels nécessaires, notamment les tentes, les vedettes rapides et aussi les stocks de nourriture pour les sinistrés. Le BNGRC collabore avec de nombreux partenaires pour mener à bien sa mission.
Il travaille également en collaboration avec le ministère des Transports et des Prévisions météorologiques via la direction de la météorologie. Des activités de sensibilisation et de formation sont menées par le BNGRC pour faire face aux catastrophes. Par ailleurs, pour Antananarivo, des drapeaux rouges ont été placés dans des zones hautes comme Anzakamiadan, Ambanapamarinan, Andafiavarach, Ambuiputsi, indiquant que ces endroits sont classés zones rouges, étant donné qu'il pourrait y avoir des glissements de terrain et des éboulements de pierres. Dans un tout autre sujet, il y a encore peu de professionnels travaillant dans le monde de l'astronomie à Madagascar. Madagascar est cependant l'un des pays du continent africain qui possède le plus grand radiotélescope au monde. Peu de jeunes s'intéressent à ce parcours alors qu'il y a des disponibilités de bourses à l'étranger, a déclaré aujourd'hui un professeur au sein de l'université d'Antananarivo. Nous approfondissons désormais cette science de l'astronomie. C'est la raison pour laquelle nous procédons au partage d'expériences avec des professionnels et des chercheurs étrangers. Un reportage de Anduniana Martina, Zaranji Ansu et Sech Aljanab. Madagascar compte actuellement 10 astronomes, tous titulaires d'un doctorat en astronomie. L'un d'eux est le docteur Zara Ranjamanakoutou, un astronome travaillant en Afrique du Sud. Le domaine de l'astronomie est fait pour tout le monde, homme ou femme, ce qui constitue la base du développement humain, a-t-il déclaré. Il est donc nécessaire de promouvoir ce domaine pour que Madagascar dispose de techniciens professionnels en astronomie. Il existe des sensibilisations des jeunes et c'est notamment la raison pour laquelle des astronomes étrangers viennent aujourd'hui à Madagascar pour dispenser des formations et partager leur expérience aux jeunes étudiants en astronomie. Le docteur Zara Ranjamanakoutou partage également ses connaissances et expériences, dévoilant les initiatives novatrices et les projets visionnaires qui propulsent l'astronomie à Madagascar vers de nouveaux horizons célestes. L'université d'Antananarivo dispose d'un département d'astronomie et d'astrophysique au sein de la faculté des sciences. 30 jeunes ont obtenu leur master dans ce parcours jusqu'à présent. Des bourses sont disponibles dans ce monde de l'astronomie selon toujours les explications. L'objectif des astronomes malagasy avec les enseignants-chercheurs et les étudiants est de promouvoir le monde de l'astronomie dans notre pays. Cela commence toujours, toutefois, par la recherche et il faut collaborer avec le gouvernement pour y parvenir. Dans la page culturelle, la dépouille mortelle de Delacre ou Ranjiamiarana Jean de la Croix a été enterrée dans son caveau familial à Souav-Natimjan lundi dernier, après avoir été veillée au Chanpuknul à Nalakeli. Delacre, auteur, compositeur et fondateur du groupe Black Jacks, est décédé à l'âge de 72 ans. Il était connu dans le milieu du rock malagasy. Judicaël Rangeneri. Delacre est une figure marquante de la musique malagasy, en particulier du monde du rock dans les années 70 et 80. Le titre Tiaik illustre l'authenticité et le franc-parler du compositeur, appelle également à la résilience et à la préservation de la dignité pour réussir, une de ces chansons qui ont enflammé les scènes pour le plus grand bonheur des fans du groupe Black Jacks. Delacre évoque d'heureux souvenirs pour les amateurs de rock. Les chansons de Ranjiamiarana Jean de la Croix faisaient partie des meilleures dans ce registre, avec ses fameux titres dont Billy Billy, Lucille, Batanjem Kellet, Nadé ou encore Edumoj. Étant un compositeur, Delacre avait composé pour d'autres artistes et en 55 ans de carrière musicale, il avait également traduit en malagasy quelques morceaux célèbres comme Puisque tu pars de Jean-Jacques Goldman ou encore We Are the World de Lionel Richie et Michael Jackson. Décédé le vendredi 8 décembre à l'âge de 72 ans, Ranjiamiarana Jean de la Croix ou Delacre, fondateur du groupe Black Jacks, a été enterré dans son caveau familial à Souav-Natimjan lundi dernier après avoir été veillé à la Chanpuknul à Nalakeli.
Et voilà pour les actualités locales. Passons à présent aux actualités internationales. On ne peut pas gagner sans aide. Après Washington, Volodymyr Zelensky est venu plaider en personne en Norvège pour la poursuite de l'aide humanitaire. À l'heure où son pays est toujours la cible de frappes russes, la capitale ukrainienne a essuyé ce matin des tirs de missiles. France 24. Une série d'explosions, suivie de violents incendies. Une fois de plus, les habitants de Kiev sont réveillés en pleine nuit par le fracas des bombes russes. L'armée ukrainienne dit avoir abattu 10 missiles ennemis qui fonçaient sur la capitale. Leurs débris ont tout de même frappé des habitations et causé des départs de feu. Les blessés se comptent par dizaines. J'ai entendu une explosion. À 3 h du matin, nous dormions tous, puis nous avons entendu une sirène. J'ai couru dans la chambre des enfants, le verre a volé en éclats. C'est comme ça que cela se passe aujourd'hui, au XXIe siècle. Ils peuvent lancer des roquettes sur les Ukrainiens. La Russie est un pays voisin, c'était un pays frère. Nous avons vécu en paix pendant tant d'années et aujourd'hui, ils détruisent notre nation et ont déclenché cette guerre. Ce lundi déjà, la capitale ukrainienne était ciblée par des missiles, privant d'électricité une centaine de foyers. Une attaque informatique a également mis hors service une partie du réseau téléphonique et de la défense antiaérienne. Sur le terrain dans le Donbass, à l'est du pays, les forces de Kiev se sont félicitées de la reconquête de ce terril. Mais ici, comme dans le sud, le front est figé depuis des mois. Les troupes russes tiennent et continuent d'infliger de lourdes pertes à une armée ukrainienne qui peine à garder espoir. Avant la guerre, j'étais maçon, mais j'ai pris cette décision par vengeance. Mes proches ont souffert et je voulais me venger. Il n'y a tout simplement pas d'autre issue. Mais j'ai peur que notre État disparaisse. Nous devons faire quelque chose. Avec l'arrivée de l'hiver compliquant le mouvement des troupes, le front risque de se figer encore un peu plus. Pour les mois à venir, seuls les drones, les missiles et le contrôle du ciel semblent pouvoir départager les armées russes et ukrainiennes. Un accord a finalement été trouvé à la COP28. L'entente qualifiée déjà historique a été immédiatement saluée par une ovation debout et de longs applaudissements. Le texte adopté et signé vise à accélérer l'action climatique pour une transition hors de toute énergie fossile auprès des 197 États représentés à Dubaï. France 24. Adopté ce matin même ici à Dubaï, avant même que les États partis ne prennent la parole. Le président de la COP28, vous l'avez entendu, Sultan Al-Jaber s'est félicité d'un texte capable de changement transformateur. Alors ce texte de 21 pages ne fait pas référence à une sortie des énergies fossiles, à savoir le pétrole, le gaz ou encore le charbon, mais il appelle tout de même à transitionner hors des énergies fossiles de manière juste, ordonnée et équitable pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Cette référence représente donc une avancée majeure, historique pour certains, car c'est la première fois qu'un texte de la conférence sur le climat mentionne ces termes sur les combustibles polluants. Mais pour les ONG, le compte n'y est pas tout à fait. Elles dénoncent notamment le manque de financement, mais aussi le manque de différenciation entre pays et enfin les références aux technologies très controversées qui permettent de capturer et de stocker les émissions de gaz à effet de serre. Alors, le président de la COP28, Sultan Al-Jaber, l'a répété ce matin dans son discours. L'ambition était de faire de cette COP la plus importante depuis celle organisée en 2015 à Paris, mais aussi la plus inclusive. Au-delà des délégués nationaux, des scientifiques et des militants du climat, près de 2500 lobbyistes des énergies fossiles ont d'ailleurs fait le déplacement. Ici, selon certains décomptes, cette COP a aussi été marquée par la finance. Au total, 83 milliards de dollars ont été mobilisés, dont 792 millions pour le fonds pertes et dommages, dont l'opérationnalisation a aussi été adoptée lors des premiers jours de cette COP. Alors ces chiffres, ils paraissent très impressionnants, mais c'est toutefois encore largement insuffisant au regard de l'urgence climatique et de certaines estimations. Et pour terminer, Israël se retrouve de plus en plus sous pression de ses alliés, y compris des plus proches. Le président américain Joe Biden dénonce des bombardements aveugles dans la bande de Gaza, où la situation humanitaire est catastrophique. France 24.
C'est par des hommes armés que sont escortés les quelques convois d'aide qui entraient mardi dans la bande de Gaza par le poste frontière de Rafah. Les biens de première nécessité, comme ici denrées alimentaires ou carburant, se font rares malgré les distributions d'aide humanitaire qui restent très limitées. La population survit dans des conditions humanitaires catastrophiques et dans la crainte des bombardements de l'armée israélienne qui se poursuivent. Ces immeubles d'habitation du centre de Rafah ont été frappés mardi et le bilan est lourd. Il y avait là 8 bâtiments qui ont été détruits. Dans chacun vivaient 5 familles. Au total, c'est une quarantaine de familles qui se retrouvent à la rue. Mais quelles fautes ont-elles commises ? Pour le chef de l'agence d'aide aux réfugiés palestiniens de l'ONU, l'intensification des frappes et des combats a transformé la bande de Gaza en enfer sur terre pour la population. Côté politique, chose rare, le Premier ministre israélien s'est exprimé sur l'après-conflit. Je ne permettrai pas qu'après l'immense sacrifice de nos citoyens et combattants, nous laissions s'implanter à Gaza ceux qui enseignent le terrorisme, le soutiennent et le financent. Gaza ne sera ni le territoire du Hamas, ni celui du Fatah. Et Benyamin Netanyahou a ajouté qu'il y avait à ce stade un désaccord avec Washington sur cette question du jour d'après. Une divergence de taille au moment même où la Maison-Blanche a appelé Benyamin Netanyahou à changer son gouvernement, qu'il a qualifié de gouvernement le plus conservateur de l'histoire d'Israël. Ainsi s'achève cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après la série Dynastie. Quant à moi, je vous retrouve demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et passez une excellente soirée sur Viva.